Si le président de la CENI, sinon les autorités, les responsables de la CENI, ne reconnaissent pas avoir convoyé leur matériel à travers le véhicule du député, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème sérieux. Même s'ils reconnaissaient, ce serait toujours un problème. Non, si c'est la CENI qui reconnaît, si c'est la CENI qui reconnaît, officiellement, nous avions acté que tel véhicule ramène tel matériel à tel endroit, là, il n'y a pas de problème. Mais si la CENI ne reconnaît pas, c'est déjà un problème. J'étais au Sankourou chez moi, à Lodja. J'ai vu le matériel de la CENI être transporté par des motos. Pourquoi? Parce que, en toute réalité, il n'y a pas de route. D'un territoire à un autre, il n'y a pas passage. Le véhicule ne passe pas. Au regard du temps, on a dû faire recours maintenant aux motos, et c'est les motos qui transportaient le matériel. Si c'est dans ces conditions-là, et que la CENI reconnaît avoir accepté que son matériel soit acheminé à travers... Mais le problème, c'est que la CENI ne reconnaît pas. Ah, maintenant que la CENI ne reconnaît pas, comme vous le dites, et voilà pourquoi nous appelons maintenant à la justice de pouvoir se saisir, poser la question aux députés, parce que nous devons éviter ce que nous avions condamné hier. Et aussi, je romance, l'effort que chaque Congolais à ce jour doit fournir, c'est qu'on ait de belles élections qui pourront nous éviter ce que nous avions connu en 2006, 2011 et 2018, de fortes contestations, avec des conséquences des morts que nous avions connues ici au pays, et très surtout dans la capitale. Et voilà pourquoi, à chaque fois qu'il y a des déviances dans le comportement des uns et des autres, nous devons être à mesure de rappeler les gens à l'ordre, à pouvoir comprendre que seule cette instance-là, que nous appelons la Commission électorale nationale indépendante, à pouvoir de manière indépendante, gérer les ambitions de chacun pour que finalement le peuple congolais, à travers les urnes, décide sur les uns et les autres de manière plus pacifique. C'est de cette manière-là que le résultat sera non contesté et accepté par tout le monde. Une fois que le résultat est accepté, vous verrez qu'après les élections, nous n'aurons pas de tensions. Généralement, nous avons des tensions, c'est parce qu'il y a des contestations. Ces contestations ne sont pas souvent et forcément fondées. Quelqu'un peut ne pas avoir été élu, mais du fait que la manière dont les élections ont été organisées, il peut cette fois-là supposer que si ceci ne se produisait pas, je serais moi aussi élu. Et il crée une contestation. Et alors que si vous aviez laissé les choses de manière transparente, le problème ne se poserait pas. Nous devons éviter de tels comportements. Donc il faut que la CENI fasse en tout cas un effort pour ne pas créer les conditions de la contestation. C'est la première responsabilité de la CENI. Et là, la deuxième responsabilité aujourd'hui, parce que nous n'allons pas oublier que nous avons des coins où il y a des tensions, comment organiser les élections dans ces coins-là? J'ai assisté dans une réunion où on réfléchissait sur qu'est-ce qu'il faut. On a ciblé les localités, on a ciblé les territoires, on a ciblé les endroits où il y a des tensions. Et même des zones de déplacés, parce qu'il faut que chaque Congolais ait sa carte, parce que vous savez, la carte que nous avons de la CENI est en même temps aussi la carte d'identité à partir du moment où jusqu'ici, nous ne sommes pas encore allés à l'ONIP pour que nous soyons identifiés. Et donc, même dans les camps de déplacés, ils doivent s'enrôler, mais tout en gardant leur identité d'origine. Cela pour éviter le déséquilibre de partage de sièges. Mais il y a une difficulté énorme, ça c'est vrai, sincère. Comment aller par exemple à Bunagana? Comment aller par exemple au centre de Rutshuru? Ce sont des difficultés sincères. Mais nous apprenons par exemple que dans certaines entités, notamment on a appris ça dans les Kassai, il y a des responsables politiques qui font la déportation des citoyens pour qu'ils aillent en tout cas se faire enrôler dans sa circonscription électorale et pourtant ils n'habitent pas dans cette circonscription électorale-là. Non, là ça ne passe pas. On a noté des contestations. Là ça ne passe pas. Et bon, s'ils sont du même territoire, ils prennent les gens de tel secteur pour qu'ils prennent l'enrôlement à tel autre secteur, le problème ne se pose pas. Mais s'ils sont d'un territoire, ils prennent les gens de ce territoire-là pour un autre territoire,
Ça pose déjà un problème. Je ne vois pas comment ceux de ce territoire-là vont accepter que les gens de notre territoire viennent prendre l'enrôlement chez nous pour qu'ils élisent tel autre député. Ça ne passe pas. Nous avions vu, je ne veux pas citer le nom, en 2018, les gens faire ce genre d'opération. Les véhicules ici dans la ville de Kinshasa. Est-ce que c'est moralement soutenable? Non, il faut décourager. Il faut décourager. Ça doit être un jeu élégant. Vous êtes élu, on vous proclame, je vous encourage, je vous félicite. C'est ce que nous attendons au niveau présidentiel d'ailleurs. Et je n'ai pas été élu, je me contente du résultat que j'ai obtenu. Et surtout que je me prépare pour les prochaines élections. Surtout que le vote est sociologique. Supposons Pascal Ouonje candidat, il est originaire du secteur X. Il sait que je serai massivement élu dans mon secteur, mais vous du secteur Y, vous lui prenez pratiquement tout son électorat, mais ça pose un problème. Bon, le vote est sociologique, là, c'est bon. Prenons le cas, nous sommes ici à Kinshasa. Vous allez parler du vote sociologique. Je parle pas de Kinshasa. Non, mais je parle de la réalité. Il n'y a pas particularisé parce qu'il s'agit de la République démocratique du Congo. Nous qui sommes ici à Kinshasa, je suis candidat. Excusez que je m'annonce comme ça parce que le temps n'est pas encore revenu. Que je sois candidat, par exemple, à Moamba, n'est-ce pas? Qui va me voter à Moamba? Est-ce que c'est ma communauté? Est-ce que c'est ma société simplement? Enfin, ceux qui me connaissent simplement, je pense, c'est tout Congolais qui estime, qui a des estimes sur Pascal, qui peut dire non, je tente avec lui, parce qu'avec l'autre, ça n'a pas marché. Ça n'a rien à voir avec l'aspect communautaire. Non. On dénature un peu le débat. De cette manière-là, vous verrez que nous aurons toujours de petites tensions dans nos communautés parce que nous voulons diviser ces gens. Vous savez, c'est que ce n'est pas souvent j'en romance. Après les élections, il y a des déchirures dans nos communautés. Celui qui est élu sait vous identifier que vous ne l'aviez pas élu. Et une fois, parce que vous savez, nos députés ici entrent par-ci ou par-là pour faciliter des responsabilités au niveau de leur base, même si vous avez le profil, il ne va pas vous classer parce que pour lui, vous ne l'avez pas élu. Et il va vouloir classer même un incompétent parce que simplement, il avait donné sa voix à son temps. On ne peut pas encourager comment savoir que tel vous a donné sa voix parce que les votes est secret? Non, mais parce que lorsqu'ils vont en campagne, Jean Romance candidat, je suis candidat. Ceux qui vous agglutinent sont identifiés, je les vois. Ceux qui m'agglutinent également sont identifiés, vous les voyez. Et les vôtres là, même s'ils sont intelligents, je suis élu député, ils seront sanctionnés par moi. Soutenir mon adversaire. Et je veux faciliter ceux qui m'ont aidé, même lorsqu'ils ne sont pas compétents. C'est ce qui se fait souvent. Ce sont des comportements que nous devons décourager. Dans ces conditions-là, il est d'ailleurs difficile qu'on crée une unité dans nos communautés parce que simplement, on veut les uns, on refuse les autres. Or, si nous prenons au niveau national, lorsque vous êtes élu président, vous ne travaillez pas pour certains, vous travaillez pour tout le monde. Vous devez travailler pour toute la communauté. Et pour ceux qui vous ont élus, et pour ceux qui ne vous ont pas élus. Parce que ceux qui ne vous ont pas élus n'ont su que faire le jeu démocratique. Sinon, on ne parlerait pas de la démocratie. Et voilà, je dis, bientôt c'est les élections, il faut un comportement accepté qui ferait que, après le vote, lors du résultat, que celui-là, le résultat, soit accepté par tous, qu'on ne connaisse pas de contestation. Et de cela, il faut éviter des comportements comme nous parlons du véhicule du député, ainsi de suite. Ok, c'est noté. Mais maintenant, ces élections-là, pour qu'elles soient organisées, il y a quand même une hypothèque dans certaines entités, l'insécurité, notamment dans les Nord Kivu, notamment en Ituri. Et on a connu ça aussi dans la partie ouest de la République, Kwamut, les Grands Bandundu. Je ne sais pas, est-ce qu'on risque de connaître, Pascal Ouonje, la même situation que lors des élections passées, où par exemple à Beni, il n'y a pas eu élection, à Yumbi ici, il n'y a pas eu élection. Oui, parce qu'on a comme l'impression que la guerre contre le M23 et ses supports rwandais est en train de s'enliser. Nous sommes devant un dilemme. D'un côté, nous avons l'impératif constitutionnel qui veut qu'au bout de chaque 5 ans, nous devons organiser des élections. Mais de l'autre côté, nous avons une guerre qui nous est imposée et nous avons perdu
n'est-ce pas, certaines parties du pays, qu'est-ce qu'on fait? De mon point de vue, on organise des élections. Là où c'est possible. Là où c'est possible. Parce que ce n'est pas un acte voulu par les organisateurs des élections, mais encore par les dirigeants du pays. Je prends le cas de Maïndombe. Je pense qu'on a déjà envoyé les kits pour l'opération de l'enrôlement. J'ai assisté dans une réunion où on était en train d'évaluer la situation sécuritaire. Tout semble être à ce jour, en tout cas calme, à pouvoir permettre que les agents de la CENI descendent sur le terrain. Là où les agents ne seront pas descendre sur le terrain, sont des humains comme nous, on ne va pas aussi vouloir les envoyer à la mort. C'est le cas de Bunagana par exemple, c'est le cas de Rutshuru, et je vous parlais ici, les déplacés de ces endroits-là, qui sont dans des camps, à leur tour, vont prendre l'enrôlement, mais tout en gardant leurs identités d'origine. Et voilà la difficulté que nous avons à ce jour, et voilà pourquoi je dis l'effort pour que la paix revienne totalement au pays doit être fourni par tout le monde. Mais ce qui est déplorable chez nous, c'est que vous allez voir un problème que tout le monde sait, que c'est le Rwanda qui nous menace. Les uns vont vouloir attaquer le régime, le pouvoir maintenant, les autres se battent pour qu'on retrouve la paix. Et c'est ce manque d'unité, une fois de plus, qui fait que nous ne soyons pas si forts, si déterminants pour trouver la solution à la question, simplement parce qu'il y a des appétits politiques, que je fasse ça pour qu'on m'accepte comme lui. Et là, peut-être qu'on va dire, bon, il n'est pas compétent, et si moi je m'oppose à sa position, je serai accepté par le public, et il pourra plutôt me donner et c'est cela, c'est pas normal que ceux qui sont, en fait, ceux qui ont la charge de gérer la République, les institutions, qu'on puisse leur demander quand même des comptes si on note par exemple que nous n'arrivons pas à sécuriser ou à défendre correctement notre territoire au point où certaines parties du territoire national sont occupées par cette question, Jean Romance, je crois que la fois passée avec vous, nous l'avons analysée. On peut encore avoir le temps pour l'analyser froidement. En toute réalité, la question de l'insécurité a aujourd'hui des racines dans notre pays avec plusieurs infiltrations. Il faut d'abord trouver solution à cette question des infiltrations. Deuxième question, revoir les textes que nous avions signés hier qui ont hypothéqué le pays. Je vous faisais allusion à la fois passée, les textes qu'on avait signés le 23 mars 2009 avec le M23. C'est ce texte qui nous lie aujourd'hui avec le M23. C'est le même texte qui va permettre que les gens se transforment. Parce qu'à l'époque, c'était avec Nkunda, et après, ça va se transformer avec Bosco Ntaganda, où on va parler le M23 après les élections de 2011. On va faire semblant de défaire le M23. Je vous ai expliqué que la défaite là n'était pas sincère parce que préalablement, on avait déjà signé les accords pour qu'ils se retirent. Et finalement, on va signer d'autres accords, et à Kampala, et des déclarations à Nairobi. Et quand vous prenez, que ce soit la déclaration de Nairobi, que ce soit l'accord que nous avons signé à Kampala, et vous allez vous rendre compte qu'on est revenu sur les termes de référence de l'accord du 23 mars 2009. Et c'est cela qui nous dit. Pire encore, les déclarations qu'on avait faites à Nairobi, nous les avions faites devant le secrétaire général des Nations Unies. Quand vous prenez notre constitution, la constitution vous dit les traités, accords signés à l'international ont une certaine prédominance sur notre constitution. Donc cette question, en fait, en toute réalité, si vous êtes politique, vous allez vous dire, oui, on est humain, on peut avoir des failles. Dans ces conditions, où nous savons que le pays a été piégé pendant longtemps, nous devons plutôt nous dépasser, n'est-ce pas, de nos déconsidérations. Nous devons plutôt conjuguer nos efforts pour qu'on atteigne d'abord l'objectif. L'objectif est celui de démontrer au Rwanda que nous sommes forts, quel que soit votre jeu, nous sommes en mesure de ramener la paix dans notre pays et pour qu'il soit correctement géré. Est-ce que le problème, ce n'est pas aussi la réponse à cette crise-là du M23, RDF, tout ça? On a comme l'impression qu'au niveau des institutions, on privilégie beaucoup plus la réponse diplomatique plutôt que la réponse militaire. Or, c'est un peu difficile, sans renversement du rapport des forces sur terrain, de pouvoir en tout cas résoudre un problème comme celui-là sur le plan diplomatique. De ma petite expérience,
il n'y a pas une bonne fin de la guerre à travers le monde sans passer par la diplomatie. Ma petite expérience. Mais cela ne voudrait pas dire qu'on néglige les efforts militaires. La preuve, c'est que vous voyez comment les militaires se battent. Mais je vous ai parlé des infiltrations qu'il ne faut pas négliger. Ici, vous aviez eu des Rwandais généraux, des Rwandais qui ont occupé des hautes fonctions dans votre armée. Tout ce que vous faisiez à la minute, c'est les services de sécurité rwandais qui étaient informés. Et dans ces conditions, comment vous alliez être fort? La première opération, le premier effort de mon point de vue à fournir, c'est de parvenir d'abord à identifier ces éléments dangereux. Parce que vous pouvez avoir des armes, vous pouvez tout faire. Lorsque les services d'intelligence vous ont infiltré, vous ne serez jamais fort. Et voilà pourquoi j'encourage d'abord que, de ce point de vue, qu'on fournisse beaucoup d'efforts, mais en même temps, de l'autre côté, on achète les armes, on affûte les armes, et on va en guerre. On renforce l'armée, et de cette manière qu'on va trouver solution. Et je ne pense pas que, dans ces conditions, ce n'est pas au jour au lendemain qu'on peut trouver solution. Je sais, ça a déjà pris du temps, ça prendra encore un peu du temps pour que finalement, lorsqu'on aura trouvé solution, que ce soit une solution définitive. Parce que par le passé, on trouvait solution sans avoir résolu le problème. Et on revenait sur la situation. Il faut vous rappeler qu'on a eu ceux qui sont entrés avec... on a eu la FDL, de la FDL ils se sont transformés à CNDP M23 1, M23 2, et on est à ce stade-là. Et donc, ce n'est pas du coup comme ça qu'on peut trouver solution. Nombreux sont ici avec nous. Qu'est-ce qu'on fait? On fait, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans le service de sécurité, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans la police, beaucoup d'infiltrés sont là. C'est dans le temps qu'on va trouver solution à cette question. Et je pense qu'un peu de la patience, un peu d'engagement, un peu de l'unité pour chaque Congolais, pour tous les Congolais, pour qu'on résolve le problème. Voilà, on quitte maintenant avec Pascal Wonge. Il est conseiller en communication du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Kito-Ankoy. Il est aussi responsable numéro 1 du média en ligne Pro Info avec lui. Nous sommes en tout cas en train de plancher sur la gouvernance étatique dans notre pays. Et on a fini avec la gouvernance sécuritaire. On va maintenant dans la gouvernance financière. Il y a beaucoup de soucis. On note par exemple que tout ce qu'on semble avoir en tout cas déploré hier, on le déplore aujourd'hui. On a vu cette histoire du boxeur Martin Bakolé qui va retirer 100 000 $ en liquide pour un combat de boxe imaginaire, semble-t-il. Et je ne sais pas, Pascal Wonge, le commentaire vous aviez eu lorsque vous avez appris en tout cas cette information. 100 000 $, ce n'est pas beaucoup d'argent. Mais dans un pays comme le nôtre, 100 000 $, c'est beaucoup d'argent. Et on peut les canaliser vers les objectifs essentiels de la société et servir beaucoup de Congolais. Mais j'ai constaté comme s'il y a eu un acte de malhonnêteté de la part du boxeur qui n'était pas sûr de ce qu'il faisait en termes de combat qu'il allait engager, mais il est allé vite pour chercher l'argent et il a eu l'argent. Il a rendu tout le monde naïf, il a eu l'argent et il est parti. Et même le ministre des Finances a dit que c'était sur base de pression. Voilà. Et je pense que ce sont des comportements, comme nous avions dit au début ici lorsqu'on parlait de la morale, de genre de comportements à éviter. Et j'ai déploré, de mon point de vue, c'est la manière dont on a engagé le débat. Là aussi, c'est trop indécent. Et donc, je crois que toutes les dépenses que nous devons faire au pays à ce stade, il faut les faire avec rationalité. Et maintenant, question d'apprécier les apports, n'est-ce pas? Dans le cas d'espèce ici, les sports, pas longtemps, je ne sais pas si on a résolu le problème, les équipes, du fait que notre stade ne soit pas homologué, commençaient à aller maintenant prester en dehors de notre pays. Mais cet argent, si vous prenez 100 000 $, uniquement par exemple, réhabiliter les installations du stade de Martyrs, vous pensez que ça ne peut pas résoudre le problème? Ça peut résoudre le problème. Mais déjà, nous apprenons que l'argent qu'on a... L'argent qu'on avait... Par exemple, pour
réhabiliter le stade des Martyrs et le mettre au standard internationalement reconnu Une fois par la de plus, CAF, je suis sur la morale. aurait pris d'autres destinations. Une fois de plus, je suis sur la morale. Si l'argent aurait pris une autre destination, posez-vous la question. Dixit, Pourquoi président de ACAJ, Maître Jos Kapiamba. on disponibilise un bon montant, une bonne enveloppe pour tel travail. Et vous ne faites pas le travail, l'argent va ailleurs. Ça s'appelle détournement. Et lorsque c'est un détournement, là aussi j'interpelle la justice. Autant que j'ai interpellé la justice pour le cas de la CENI avec le député, autant que j'interpelle aussi la justice pour ce cas lorsque les gens parlent déjà des détournements dans la réhabilitation du stade. On a mis de sièges. C'est beau à voir. Mais ça ne suffit pas. Quand vous allez vous regarder la qualité de nos installations, vous allez vous dire, mais finalement... Même l'extérieur du stade, là, même l'aspect extérieur du stade. Mais c'est quoi ça comme affaire? C'est comme une infrastructure abandonnée. Nous devons être sérieux. Prenons le stade du 20 mai. À quel état? Est-ce qu'on ne peut pas réhabiliter ce stade? Mais c'est depuis longtemps qu'on nous a annoncé. Est-ce qu'on ne peut pas réhabiliter le stade? La ville de Kinshasa, parce que si on a eu ces stades, c'est à son temps. Aujourd'hui, la ville est tellement si grande. Vers Kinkole est là. On ne peut pas construire un nouveau stade. Les projets, la fois passée, nous avions vu, on nous faisait croire qu'on était en train de construire des municipaux, tout ça. Mais où? Parfois, ça fait mal quand vous regardez les choses se faire chez nous. Des détournements, et nous avons créé toute une culture de détournement. Et à chaque instant, ou à chaque instance, lorsque on parle de déboursement d'argent, pour telle opération, pour tel travail, mettez en tête aussitôt que cet argent sera divisé par deux. Et le travail ne sera pas achevé. On a le cas, regardez les routes, effectivement, parce que je voulais évoquer ça. Les projets, les routes. Partout où on réhabilite, on ne termine pas les travaux. On laisse toujours un petit espace non réhabilité. Et le délabrement va commencer de ce trou-là. Qu'ils peuvent, une fois, deux fois, trois fois, et finalement la partie réhabilitée est entamée. Et on revient à la case du départ. Toujours comme ça, à travers... Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen? Et qu'est-ce qu'on pose comme... Quand vous le posez la question, qu'est-ce qu'il pousse comme argument? Non, l'argent qu'on nous a donné était insuffisant. Mais insuffisant seulement pour ce petit trou-là. Et donc, nous avons un mauvais comportement à ce jour. Il faut je ne sais pas à ce jour, comment avoir un homme congolais capable de savoir... Donc, il faut une révolution de mentalité. Il faut une révolution de mentalité. On doit être en mesure de comprendre que ce qui est pour l'État, ce qui est pour le public, est pour l'État, pour le public. Ce qui est pour moi est pour moi. Mais donc, quand c'est pas les éducateurs, à tous les niveaux, ont échoué. Que ce soit l'église, que ce soit la famille, que ce soit l'école, ou même l'État à travers les tribunaux. Qui est dirigeant aujourd'hui? Soit c'est la génération 70, soit la génération 80, soit la génération 90. Et quand vous prenez la génération 90, j'associe un peu 2010, 90 et 80, mais c'est la période où l'enseignement a été détruit. La période où l'enseignement a été détruit. Et ce sont ces gens-là qui sont jetés dans la société, qui ont des responsabilités. Et la conséquence, cela, je ne voudrais pas dire que ceux qui étaient avant étaient parfaits, mais au moins, à toute proportion gardée, vous allez vous rendre compte que nous semblons être le pire aujourd'hui. Dans ces conditions, les gens veulent s'enrichir à la vitesse du son. Dans ces conditions, c'est difficile d'avoir une bonne société. Même sur les élémentaires, ça pose un problème au jour d'aujourd'hui. La fois passée avec vous, je parlais ici des notions élémentaires qu'on peut reprendre dans notre enseignement. Ça va nous inculquer une certaine mentalité à pouvoir comprendre l'importance du bien commun. Mais malheureusement, quand vous regardez... Pascal Owange, nous sommes en train de finir, il reste moins de 5 minutes. Et une autre polémique, c'est le contrat chinois à travers un rapport de l'IGF. Et ceux qui se sentent morveux, dans ces rapports-là, ils disent qu'il y a des motivations politiques autour de cette enquête de l'IGF. Non. Je romance. Vous partagez ce point de vue? On peut mentir tout le monde sauf vous. Parce que c'est avec vous que nous engagions le débat la fois passée. Le débat la fois passée, nous étions de la tendance, les chaînes, je veux dire, tendance oppositionnelle.
ont démontré les choses, comment, surtout avec ce contrat signé le 22 avril 2008, ne pouvait pas, en tout cas, répondre aux attentes de la société. C'est parti, c'est en juillet 2008 que le chef de l'État va prendre l'ordonnance. Et c'est en novembre 2008 qu'on va créer le bureau de coordination et de suivi, qui était géré hier par mon frère Moïse Ekanga. Et qui, je l'ai vu la fois passée sur Top Congo, pousser les arguments qui se justifient, mais des arguments contradictoires à la réalité. Il renvoyait les journalistes de Top Congo à poser la question à l'agence congolaise de transport. Et pourtant, il était là pour la coordination et pour le suivi. Je ne sais pas comment on fait le suivi. Et j'ai aimé la question même du confrère. Et voilà comment, à l'époque, avec vous, nous engagions le débat, on démontrait comment on n'a pas été sincère dans l'accord. Quels étaient les termes de référence de l'accord? De l'autre côté, les 3 sociétés chinoises qui font partie de CREC, ça veut dire ici, il faut les citer, il y a Jexink Mining, il y a Lida Mining et Congo donc Funk International Mining. C'est ces 3 sociétés qui font partie du groupe CREC et Sino Hydro. On a signé l'accord, ces sociétés pour aller maintenant prêter, le concept c'est prêter 6 milliards plutôt à la République démocratique du Congo. Sur les 6 milliards, 3 milliards allaient être consacrés inutilement aux infrastructures de base. Sur les 3 milliards, on a déboursé 2 milliards 882 millions de dollars américains. Ils ont payé. Les 3 milliards qui étaient destinés pour les infrastructures de base, ces sociétés avaient déboursé au moins 2 milliards 882 millions. Remis à qui? Mais vous voyez, vous les Congolais là, signer un contrat pour que l'argent soit géré par autre personne, non par les Congolais. En tout cas, qu'on se connaisse entre nous. Un tel contrat ne va pas passer. Chez nous ici. Un tel contrat ne passera pas. Et donc, substantiellement, je comprends de mon point de vue que géré par les Congolais. Et voilà, pour la réalisation des travaux, on vous parle qu'on a dépensé 800 millions quelque chose. En d'autres termes, on veut dire que 2 milliards sont portés disparus. Je dois vous rappeler qu'à l'époque, nous avions engagé Jean-Pierre Djondji est en vie. Il est journaliste à CKTV. Nous étions avec Litier en 2015 et 2016, qui est revenu sur la question, qui s'interrogeait sur la traçabilité de l'argent. Litier. Initiative pour la transparence des industries extractives. À l'époque, on ne pouvait pas l'écouter. Effectivement, les documents existent. Litier accusait les gens clairement et parlait de détournement à son temps du montant de 2 milliards de dollars américains. Et quand l'IGF évoque la question aujourd'hui, les gens ne peuvent pas s'acharner contre l'IGF, comme si les autres n'ont pas fait le travail avant. Les documents existent, les rapports existent. Et la finalité de ces rapports-là, c'est quoi selon vous? Mais à l'époque, on ne pouvait pas avoir de finalité. C'est aujourd'hui qu'on peut cogiter sur les finalités. Et quand vous regardez même la manière dont on a surfacturé pour comme justifier les 2 milliards détournés, vous dites finalement c'est quoi? Pas seulement ça. Le contrat dit que ces 3 sociétés-là vont exploiter les mines à ciel ouvert et qui sont à la Gécamine pour exploiter les cuivres. Mais les Congolais n'ont pas déterminé le nombre pour équilibrer à l'argent qu'ils ont prêté, qu'on les avait prêtés. Et donc, on a laissé les Chinois. On a bradé les ressources. Les Chinois ont exploité comme ça, sans pouvoir équilibrer et évaluer. Et maintenant, parce qu'il y a des tournements, vous voulez voir clair dans ce contrat. L'argent est en déboursé. Ils vont prêter l'argent. Et maintenant, c'est l'État qui sera responsable à pouvoir rembourser les 2 milliards. C'est l'État qui sera responsable maintenant. Mais le remboursement devait se faire
avec les fruits de la vente des mines exploitées. Non, mais le problème c'est que vous ne saurez pas évaluer. Vous allez évaluer comment? Comment vous évaluez ce qu'ils ont exploité? Mais dans ces communes, il y aura même des représentants de l'État. Tout un problème, c'est là le flou même de la question. C'est là le flou. Si on pouvait évaluer, on ne parlerait même pas de ces 2 milliards aujourd'hui. On n'évoquerait même pas. Et que ce soit les routes qu'on avait promis, que ce soit les écoles, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les stades. Et vous allez vous rendre compte qu'on a floué les Congolais. Et on a détourné l'argent des Congolais de cette manière-là. Est-ce que ces gens doivent rester impunis? Ce sera votre dernière question. Je pense, une fois de plus, j'interpelle la justice. Maintenant que la question est à la place publique, que fait la justice? Elle doit se saisir des dossiers pour que ceux qui ont eu des responsabilités dans ce contrat peuvent se justifier devant la justice et dire clairement à l'opinion qu'est-ce qui s'est passé. Sinon, on va ouvrir encore la voie à tout le monde. Demain, le même comportement va continuer. Vous me confiez une responsabilité, je mets la main parce que je sais que demain on ne fera rien, les autres ont bouffé, ils n'ont rien fait. C'est le cas avec Bukangalonzo. On continue à tergiverser jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dossier à la Cour constitutionnelle, ça vient à la Cour de cassation. Et on ne sait pas voir clair quand est-ce qu'on va juger les gens. Dans ces manières, on ne construit pas la société. Dans l'impunité, on ne construit pas la société. Moi, je pensais qu'on allait recadrer le comportement pour que tout détourneur du bien public soit sanctionné sévèrement et que cela serve d'exemple pour les autres. J'ai pensé à cela pour un bon redressement de la société. Mais si un tel dossier passe sans qu'on ne sanctionne les gens, je serai déçu. Mais je recadre une chose seulement. Il faut rappeler qu'en 2008, on termine. En 2008, Mouzito était Premier ministre. Dans son premier gouvernement, Matata a été nommé, parce que j'ai suivi Matata se dire, j'étais encore à Beseko. Non, il n'était pas encore à Beseko. Il était ministre de Finances. Il avait des conseils comme les Kitebi, comme les Mukoko, ainsi de suite. Il était, jusqu'en 2012, Mouzito part, Matata devient Premier ministre. Il reste Premier ministre jusqu'en 2016. Et là aussi, il faut inclure le gouverneur du Katanga à son temps, qui était Moïse Katumbi. Parce que lorsqu'on parle de Jekamine, c'est au Katanga. Et Moïse était gouverneur après les élections de 2006. Et le gouverneur ne gère pas. Non! Lorsqu'on vient exploiter dans votre province, vous devez en savoir. Le projet du gouvernement central. Vous devez en savoir que quelque chose ne va pas exploiter comme ça sans qu'on vous contacte. Il était gouverneur, et là aussi, il faut le rappeler, parce qu'il a co-géré le pays en termes de la gestion jusqu'à la fin du règne de Kabila, parce que Kabila partirait en 2016. S'il est parti en 2018, simplement parce qu'on a eu deux ans d'addition, mais lui est resté avec Kabila jusqu'en 2015. Donc, et lui aussi doit savoir nous dire qu'est-ce qui s'est passé, même s'il ne pouvait pas le dire, mais en termes d'information, il connaissait beaucoup de choses. Ce sont des gens aujourd'hui qui peuvent fixer l'opinion sur effectivement qu'est-ce qui s'est passé sur son contrat, est-ce qu'il y a eu des détournements, est-ce qu'il n'y a pas eu de détournements. Merci beaucoup d'avoir été en tout cas avec nous. Pascal Owonje, École du Changement, c'est fini. Vous êtes conseiller en communication du VPM de l'Intérieur. Daniel Okito, Daniel Asselo Okito Ankoy. Et vous êtes aussi responsable de Pro Info, un média en ligne. Ça n'est en tout cas fini pour aujourd'hui. Merci à Bruno Nzinga, l'homme orchestre en tout cas de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Rendez-vous est pris prochainement pour un tournée.